7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous l'avons dit, ces législatives déchaînent les passions et rétablissent aussi ce clivage gauche-droite que l'on disait disparu. Elles révèlent le fond, la pensée, le projet de l'extrême gauche, sa violence aussi. C'est le sujet de notre table ronde ce matin avec Nicolas Boutin, journaliste chez Valeurs Actuelles, Grégoire de Fournas, député sortant du Rassemblement national dans la 5e circonscription de la Gironde et candidat à sa réélection, viticulteur également. Et Julien Tellier, journaliste chez Boulevard Voltaire, fondateur et président du Cercle Jacques Mainville et pas que. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, il y a plusieurs angles à aborder. D'abord, j'aimerais revenir sur ces unes de Libération. Vous avez certainement vu passer, qui font campagne contre l'extrême droite. Libération qui ressort sa une de 2002, qui appelle à la mobilisation. Grégoire de Fournas, quand vous voyez tout ça, toute cette mobilisation, d'abord de la barre de Libération, mais après on pourrait étendre ça même à toutes les personnalités publiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez en voyant tout ça? Écoutez, déjà bonjour. Moi, je trouve que finalement cette mobilisation est assez raisonnable en quelque sorte. Enfin, en tout cas, elle n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître en 2002. On a vu quelques manifestations, mais qui n'ont pas été non plus les grandes manifestations de l'entre-deux-tours des élections de l'élection présidentielle de 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Moi, je trouve qu'il y a une contestation d'extrême gauche, mais elle nous a habitués à ça. Mais il y a aussi je dois le dire, des soutiens assez inattendus. Serge Klarsfeld et son fils qui disent clairement que face à la France insoumise, ils voteraient Rassemblement national. On voit M. Kasovic, qui a toujours été un adversaire résolu du Rassemblement national et qui nous dit pourquoi pas essayer, on verra ce que ça donne. Donc finalement, écoutez, il y a effectivement l'extrême gauche qui s'agite, mais je trouve que c'est un peu l'écume des vagues, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre 2002 et 2024, Grégoire de Fournas? Peut-être qu'entre-temps, nous avons réussi à convaincre les Français que nous n'étions pas la bête immonde, que nous étions des gens capables d'exercer des responsabilités, capables de faire des propositions, avec finalement, et puis aussi un discours qui rejoint ce que les Français pensent aujourd'hui de la situation. C'est-à-dire qu'ils voient bien que la politique migratoire est devenue complètement anarchique, que l'insécurité ne cesse de prospérer dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Et ils se disent finalement, c'est peut-être le Rassemblement national qui avait raison. Et nous voyons bien que le parti au pouvoir qui prétendait résoudre le problème de l'insécurité ou de l'immigration est absolument incapable de le faire. Donc c'est peut-être voilà, les Français qui comprennent que nous avions raison et qu'il faudrait maintenant mettre en place les solutions que nous préconisons. Nicolas Boutin, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous, quand vous assistez à tout ça, à ces prises de position et notamment à ces unes de Libération, alors Libération qui, je vous rappelle, a ressorti donc la une de 2002 et la propose à ses lecteurs, hein, ils peuvent la commander, souvenir. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Bonjour Maud. Alors, effectivement, on essaie d'agiter les chiffons qu'on avait déjà agités en 2002, mais comme disait Grégoire de Fournas, les temps ont changé. Les manifestations qu'on avait connues sur les premières semaines, un petit peu partout en ville, et le premier week-end où on avait vu pas mal de monde quand même dans les rues un peu partout en France, samedi, ont plutôt fait flop ce week-end, du moins au moins en province notamment. Alors après, il y a quand même certains candidats, notamment moi j'ai un député sortant qui me dit quand même que sur le terrain, le climat il est particulièrement tendu, particulièrement avec les militants du nouveau Front populaire. Mm. Ce député sortant, il a été par exemple victime de crachats, d'insultes. Et lui, pour le coup, me disait qu'il avait l'impression d'être revenu 20 ans en arrière, même si effectivement l'accueil sur les marchés est plus favorable auprès de la population. Mais avec les militants du Front populaire, on a quand même l'impression de voir une certaine radicalité, une certaine quasiment méchanceté, enfin une hystérisation, on va dire, de la campagne, et en particulier avec ces deux blocs et demi qui s'affrontent. Moi, j'ai fait le meeting avec le premier meeting de Philippe Poutou à Carcassonne Vous le avez de jour la qu'il est chance. parachuté. J'ai très apprécié ce moment. Euh, et les mots étaient très, très forts, très durs et même très insultants auprès
Des adversaires du Rassemblement des national? adversaires, voilà, exactement. Et Mm. même d'Emmanuel Macron dans une Ah oui. moindre mesure. Mm. Mais effectivement, on est sur des mots forts et sur un climat plutôt tendu sur certaines, au moins, certaines circonscriptions Mm. euh, de ces législatives. Mm. Écoutez, je vous propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité, ça va vite. Il est quasiment 8 heures, le bulletin d'actualité Daniel Aguevel, puis ensuite on reprend cette table ronde. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Julien Tellier, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire. Alors on parlait d'une mobilisation plus faible qu'en 2002, on faisait cette comparaison grâce à nos charmants confrères de Libération, mais plus de violence sur le terrain, plus de violence dans les mots aussi, qui sortent parfois du champ politique. On en parlait avec Nicolas Boutin au sujet de Philippe Poutou. Vous, comment vous observez cette campagne-là ? Écoutez, c'est la réactivation perpétuelle du théâtre antifasciste, mais je note quand même que, évidemment, l'époque a changé. Le grand public est peut-être moins dupe, ou en tout cas se laisse moins avoir par la rhétorique à gauche, enfin de gauche. Et je dirais même que le barrage républicain s'est retourné d'une certaine manière contre le nouveau Front populaire. Et vous parliez de violence, enfin de violence en tout cas dans les propos, etc. C'est vrai qu'il y a des violences, notamment des propos qui sont jugés antisémites ou qui sont antisémites. Je pense par exemple à Raphaël Arnaud. On a quand même des candidats et on va en parler. Voilà, du nouveau Front populaire qui sont issus des rangs antifascistes de groupuscules extrêmement violents et qui ont soutenu l'attaque du Hamas le 7 octobre. Donc si vous voulez, ça fait un microcosme de gens charmants. Alors tout ça allié avec le Europe Écologie Les Verts qui, eux, dénoncent l'antisémitisme, mais en même temps s'allient avec des antisémites, etc. Enfin, on a un bouillon particulièrement dégoûtant. Oui, c'est assez bien résumé, je trouve. Alors, vous avez évoqué justement la candidature de Raphaël Arnaud. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Mathilde Panot, qui défend la présence d'Antifa dans les rangs du nouveau Front populaire et donc parmi les candidatures à ces élections législatives. Moi, je suis fière d'avoir aussi des forces antifascistes dans notre nouveau Front populaire. Dans l'extrême gauche assumée. Il est antifasciste, voilà. Comme nous avons... Non, oui, bon, d'accord. Bon, mais c'est un problème ou pas ? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. Non, je suis fière que nous ayons des candidats comme Raphaël Arnaud, comme Lies Loufoque, qui est spécialiste des droits des enfants et qui alerte depuis des années sur l'état de l'aide sociale à l'enfance, alors que, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, l'extrême droite veut faire une préférence nationale et c'est ce qui est ressorti de la loi immigration. Je suis fière d'avoir Céline Verzelletti, qui est dirigeante syndicale, comme candidate. Je suis fière d'avoir Sabrina Ali Ben Ali comme médecin urgentiste. C'est pas une boulette, c'est un choix assumé. Bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. Ah oui, on investit nos candidats en réfléchissant. Grégoire de Fournasse, je suis fière que nous ayons des candidats comme Raphaël Arnaud. Vous, quand vous avez appris cette candidature, je pense que vous avez cerné depuis longtemps qui était Raphaël Arnaud. Vous vous êtes dit quoi ? C'est la même chose que quand j'ai appris celle de Philippe Poutou, finalement, que des personnes comme ça puissent être dans une coalition qui va de ces gens-là à François Hollande, c'est quand même assez hallucinant. Et c'est peut-être le message que j'ai envie de passer ce matin, c'est que les électeurs qui sont dans une circonscription, on leur présenterait un candidat socialiste notable, raisonnable, bon teint, fait quand même partie. Ce candidat fait quand même partie d'une coalition qui défendra et qui d'ailleurs sera majoritaire puisque la France insoumise aura les manettes de cette coalition pour défendre plus d'immigration, plus de laxisme, plus d'impôts, plus d'écologie punitive. Et c'est vrai que moi j'ai fait une vidéo que vous avez dû probablement voir de François Hollande buvant cul sec une bière dans une vulgarité assez consommée qu'on reconnaît au personnage. Mais entouré d'une jeunesse plutôt bon vivante, j'ai envie de leur dire à ces jeunes que François Hollande peut être très sympa quand il boit sa bière, mais il mène campagne avec Philippe Poutou avec qui ils imposeront tout ce que nous détestons et tout ce qui est en train de faire effondrer notre pays.
Mm. Et alors ça, c'est très neuf, hein. J'ai l'impression, Nicolas Boutin, la gauche donne de grandes leçons de morale sur la légitimité, la crédibilité des candidats de droite depuis un certain temps, hein. On pourrait même reciter certaines affaires judiciaires qui durent d'ailleurs. Est-ce que c'est véritablement nouveau tout ça? Est-ce que c'est du deux poids deux mesures? Bah, disons qu'en fait, on arrive sur une société assez hystérisée moi, Raphaël Arnaud, je l'ai croisé, on va dire, vendredi avec Gabriel Attal à Avignon, et c'est assez symptomatique. En fait, cette personne-là est persuadée que le Rassemblement national est une usine à fabriquer des terroristes. Et il part sur ça, sur quelques opérations policières qui ont eu lieu. Il est persuadé que Daesh est d'extrême droite. Et en fait, Raphaël Arnaud, moi, il me fait un petit peu plus de la peine qu'autre chose. Et vous savez, on parle beaucoup du syndrome de l'éco-anxiété. Et ben, j'ai l'impression que lui, en fait, bah, on peut le calquer sur son combat antifa. Mm. C'est un petit peu l'autre facette, vous savez, de la génération du 13 novembre 2015, des attentats de Paris. Et puis, chez Philippe Poutou aussi, par exemple, quand on discute avec des militants, des responsables politiques locaux de la France Insoumise, il y en a un, par exemple, qui m'a dit très clairement, vous savez, un jour, chacun d'entre nous peut devenir un terroriste. Si on voit sa maison brûler, sa famille Mm. se faire exécuter, on aura envie de les venger, de prendre les armes pour les venger. Et en fait, tout ceci, ça relève un petit peu du climat, de la radicalisation de ce bloc de gauche. Et on voit donc avec le MPA, mais finalement, ça déteint sur la France insoumise, et puis ça déteindra ensuite plus tard, c'est la fameuse fenêtre d'Overton aussi. Et ça, c'est un vrai climat, comment dire, une vraie radicalité. C'est assez intéressant aussi de voir comment est-ce que la gauche assume et défend ces radicaux de son camp, contrairement à la droite. Enfin, on imagine mal Jordan Bardella mettre comment dire, assumer des candidats qui seraient fichés S Mm. de l'ultra-droite. Et surtout, Raphaël Arnaud, lui, assume comment dire, la violence de la jeune garde lorsqu'il en est à sa tête. Et d'ailleurs, quand il repart après après ses échanges vifs, a priori spontanés avec Gabriel Attal vendredi, il repart avec deux militants de la jeune garde de Aix-en-Provence qui vient de l'antenne qui vient de s'ouvrir, qui sont impliqués dans au moins une agression selon nos informations. Et en fait, c'est aussi la preuve que non pas que cet antifa radical est leader d'un groupe violent Mm. est muté en candidat. Vous savez, on a beaucoup parlé de mutation en candidat lors en présidentielle. Là, plutôt, il camoufle à demi-mot sa radicalité et sa violence, et finalement l'assume à 100% et sera bien un député radical, très radical, au sein de l'Assemblée nationale. Mm. Là, il risque d'être élu ou pas? Il est en quelle position? Je- Toute la question va être au premier tour de savoir si le candidat socialiste dissident prendra le pas sur lui, parce que Raphaël Arnaud est à la fois parachuté et à la fois très clivant. Ouais. Après, très sincèrement, quand on parle avec des électeurs de la France insoumise et de l'extrême gauche sur cette circonscription, eux, ils sont pas à une polémique près, donc en fait, ils sont pas choqués Mm. de voir que c'est Raphaël Arnaud, donc ce sera la prime à l'étiquette. Maintenant, la dernière fois en 2022, avec un candidat LFI qui était déjà aussi un petit peu, comment dire, euh, je me méfie parce que je suis en procès contre lui, mais qui était déjà un petit peu clivant, on va dire. Ouais. Euh, Ça avait été très serré, c'était joué à quelques centaines de voix en faveur du Rassemblement national Mm. sur cette circonscription-là. Le Rassemblement national, pour le coup, en Vaucluse, espère quand même pouvoir faire le grand chelem et prendre les 5 circonscriptions Mm. du département, sinon ce sera un échec, quoi. Ouais. Alors après, on terminera avec Raphaël Arnaud, évidemment, mais Julien Tellier, Raphaël Arnaud est donc le chef de la Jeune Garde, un groupe ultra-violent, hein, qui a lancé des véritables chasses à l'homme, des casses. À droite, tout doit être mesuré, on n'a pas le droit à l'erreur. À gauche, tout est permis. Ah, mais tout à fait. Mais c'est même permis jusqu'au point. Alors, je ne sais pas si vous avez lu si vous avez vu se passer cette tribune dans Le Monde, qui a été publiée, je crois, vendredi matin ou alors jeudi soir. Mm. C'est une tribune signée par Arié Halimi, l'avocat Arié Halimi, l'avocat de la France Insoumise, et de l'historien Vincent Lemire. Et ces deux personnalités justifiaient
un antisémitisme électoraliste de gauche, Ah bah et oui. faisait le distinguo entre cet antisémitisme à gauche et un antisémitisme ontologiquement de droite qui gangrènerait le Rassemblement national. Et en fait, ils disent clairement qu'il faut, en tant que personne de gauche, s'associer avec des antisémites parce qu'il faut faire gagner la gauche, comme Léon Blum l'avait fait d'ailleurs avec le Parti communiste à l'époque. Le Parti communiste, en 1936, comptait dans ses rangs des antisémites notoires et se rangeait très bien sur les politiques staliniennes, la politique antisémite stalinienne. Donc, si vous voulez, on en arrive à une brouille totale du logiciel antisémite Ouais. à gauche. On ne sait plus très bien où se placer, ou en tout cas, on légitime carrément la haine de communautés. Ça écœure un certain nombre de responsables d'associations communautaires juives. J'ai eu au téléphone Richard Abitbol, Mhm. qui est le président de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël, qui a d'ailleurs appelé carrément à voter pour le RN. Vous Ouais. voyez, donc Ouais. on a complètement une inversion des choses, Ouais. puisque cet homme-là me disait que il avait soutenu Mitterrand, c'est quelqu'un qui était à gauche et qui aujourd'hui ne se retrouve plus du tout dans ce climat politique, notamment depuis le 7 octobre. Je pense que ça a été un véritable électrochoc C'est sûr. pour beaucoup de juifs français ou de français juifs, ça dépend comment on se situe. Mm. Et il me disait par ailleurs que il y avait un climat véritablement nauséabond et qu'il se rangeait tout à fait derrière la position d'un Serge Klarsfeld, par exemple. Il se retrouvait tout à fait dans cette politique-là. Et effectivement, vous parliez de Raphaël Arnaud, il y a Philippe Poutou aussi, qui bien sûr, se ouais. range exactement dans la même catégorie de personnes. Ce sont des gens qui ont appelé, enfin en tout cas qui ont soutenu le Hamas dans son action, ouais. qui ont du mal à qualifier Cette le 7 organisation, octobre oui, d'attaque terroriste. d'attaque terroriste. Pour eux, donc, voilà. Mm. Alors là, ils l'ont reconnu à demi-mot, ils ont été obligés, puisque maintenant le nouveau Front Populaire le reconnaît, mais ils ont toujours du mal à dénoncer le Hamas comme terroriste. On voit bien toute la bêtise qui émane de cette gauche qui, en fait, ne sait plus quoi faire pour gagner face au RN, qui est en très bonne voie dans les sondages. Donc, là, Alors, vous amorcez le sujet de l'antisémitisme, et qui en parle le mieux, l'antisémitisme? Eh bien, écoutez, Sandrine Rousseau. Écoutez bien ce qu'elle dit. Je n'aurais jamais fait alliance avec des personnes dont je soupçonne qu'elles puissent être antisémites de manière structurelle. Ça n'est pas possible. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme c'est résiduel en France... Oui, c'est une erreur et je l'ai dit. Maintenant, il n'y a pas d'antisémitisme structurel dans le Front populaire. Il n'y a pas d'antisémitisme politique dans le Front populaire. Et essayer de mettre des coins comme cela, c'est vraiment grave. Et par contre, je remarque que on s'intéresse beaucoup moins sur ce que fait le Rassemblement national, le Front national sur cette question, parce que certes, il a débranché 2 candidats qui ont eu des propos antisémites, clairement antisémites, niant la Shoah, disant qu'il y avait visiblement une chance, ou je ne sais plus quels sont les termes qui ont été utilisés par ce candidat à la députation. Mais il y a encore un candidat à la députation qui s'appelle Bocaletti, qui a ouvert une librairie négationniste. Ça fait 1 an que je le dis, ça fait 1 an que le Rassemblement national le sait, et pour autant il a été réinvesti, et pour autant il siégera à l'Assemblée nationale. Je le dis du côté du Front populaire, il n'y a pas d'antisémitisme structurel, il n'y a pas d'antisémitisme politique, et nous lutterons de toutes les manières possibles contre l'antisémitisme. Grégoire de Fournas, que répondez-vous à Sandrine Rousseau? Bon, je lui réponds que nous avons vu l'ambiguïté qui était celle des acteurs de la NUPES pendant 2 ans. Nous les avons vus s'engueuler pendant 2 ans, se faire la gueule, voter les uns contre les autres lors de différents votes d'amendement, dans un aéropage totalement hétéroclite, qui n'a même pas été capable pendant 2 ans de mener une position commune et cohérente à l'Assemblée nationale. Et donc nous les voyons très mal prendre les rênes de ce pays, notamment dans le cadre où ils ne sont toujours pas capables de se mettre d'accord sur le chef de file. Moi, je suis assez surpris quand même que dans cette élection législative,
qui est censé dégager une nouvelle majorité, on ne sache pas au nouveau Front populaire qui mène cette majorité, parce qu'ils sont en désaccord sur des points essentiels. Ils sont en désaccord sur la politique énergétique, ils sont en désaccord avec l'Ukraine, ils sont en désaccord avec le traitement qu'il faut réserver au Hamas. Et moi, je suis désolé de le dire, mais quand on a Madame Obono qui se permet de dire qu'elle ne considère pas le Hamas comme un mouvement terroriste, mais comme un mouvement de résistance, quand on a Monsieur Poutou qui fait l'objet d'une enquête pour soutien au terrorisme, je pense que l'ambiguïté est très claire et elle est avérée. Voilà. Donc, mais moi, j'espère que les électeurs de gauche comprendront, et notamment la gauche modérée, comprendra le péril qu'il y a à voter pour cette coalition qui, encore une fois, est menée par la France insoumise et qui, si elle arrive au pouvoir par malheur, mettra Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Nicolas Boutin, sur ces déclarations de Sandrine Rousseau et sur ce rapport entre l'antisémitisme structurel, politique, etc., comment vous observez tout ça? Quelle est votre analyse? Moi, c'est un petit peu pareil que sur la violence, c'est-à-dire que pour eux, il y a la bonne et la mauvaise violence, et comme il y a le bon et le mauvais antisémitisme, c'est-à-dire que pour eux, c'est excusable à partir du moment où c'est sous couvert de combats humanitaires, sous couvert de pouvoir créoliser ou soutenir l'islamisation de la France. Ben, l'antisémitisme est acceptable pour l'extrême gauche. Mais même avec le terrorisme, je reviens sur cette candidature de Philippe Poutou parce qu'en fait, on en parle très peu, mais c'est quand même quelque chose d'assez insultant. Et enfin, c'est un crachat ce qui est fait sur Arnaud Beltrame. Je veux dire, Philippe Poutou, qui fait l'objet d'une enquête ouverte pour apologie du terrorisme, Philippe Poutou qui a effectivement soutenu la résistance palestinienne dès le 8 octobre. Philippe Poutou qui dit que la police tue se présente sur la circonscription où on a eu un attentat islamiste, où on a eu quelqu'un qui a tué un gendarme notamment et quatre autres personnes au nom des mêmes revendications finalement que le Hamas. Et ça, malheureusement, enfin, c'est une véritable provocation, mais qui en plus est assumée de leur part parce que ces équipes disent, oui, c'est une provocation. On est là pour faire parler, pour faire entendre, et c'est pour ça qu'ils viennent jusqu'avec les drapeaux palestiniens dans la cité médiévale de Carcassonne manifester, et on est à une centaine de mètres à vol d'oiseau de l'appartement où vivait et du quartier où vivait le terroriste qui a tué Arnaud Beltrame. Et en fait, chez eux, tout est bon parce que ils ont imposé leur fait que leur morale finale serait la bonne, la plus juste. Mais ça, aujourd'hui, c'est ce qui finalement est en train de tomber dans le grand public. Et je pense que ça, c'est ce qui revient finalement au fait que il y a moins de monde, le grand public est beaucoup moins mobilisé à leur côté qu'en 2002. Alors, vous l'avez dit, Nicolas Boutin, il y a la bonne et la mauvaise violence. On pourrait en parler pendant des heures même de toutes ces agressions, de ces violences subies, notamment par Hervé Breuil, qui est candidat du Rassemblement national, qui a été envoyé à l'hôpital par une bande de jeunes habillés en noir cagoulés, donc on les reconnaît quand même assez vite. D'abord, Grégoire de Fournas, est-ce que vous avez des nouvelles d'Hervé Breuil ou pas? Alors, très sincèrement, non, mais je lui souhaite un bon rétablissement. Ce que disait Nicolas Boutin tout à l'heure sur la violence qui pouvait s'exercer contre les militants, elle est réelle. Moi, j'ai moi-même des militants qui ont fait l'objet de menaces, d'intimidations la semaine dernière. C'est vrai que bon, je suis pas dans ma nature de m'en plaindre comme pourrait le faire la gauche à tout bout de champ, mais nous sommes évidemment dans un contexte électoral tendu, mais qui s'explique aussi par le fait que nous sommes aux portes du pouvoir. Et si vous voulez, et ce qui change d'ailleurs à 2002, où en 2002 on savait très sincèrement que Jean-Marie Le Pen n'avait pas de grandes chances d'arriver à l'Élysée. Aujourd'hui, certains sondages nous donnent une majorité, nous donnent tous une majorité relative et certains même une majorité absolue. Ce qui peut expliquer quand même une certaine tension sur le terrain, avec en revanche une violence qui peut s'exprimer de la part de certains militants de gauche qui est tout à fait inexcusable. Et si nous-mêmes nous étions dans cette même attitude de provocation ou même d'agression de nos adversaires de gauche, je n'imagine pas le scandale que cela pourrait
représenter, mais je dois dire que nous vivons avec ça depuis des dizaines d'années et que malheureusement, nous faisons avec. C'est inacceptable, c'est scandaleux, mais nous continuons à tracer notre route parce que nous savons que le combat que nous menons est le bon et qu'il faut savoir tenir bon même dans la tempête. Alors, il y a ceux qui légitiment la violence, comme Alice Coffin, il y a quelques années, qui légitimait l'agression des journalistes dits d'extrême droite. Et puis, il y a ceux qui appellent à la désobéissance. Je pense à la secrétaire générale de la CGT. Julien Tellier, est-ce qu'il faut craindre, après le scrutin du 30 juin, après celui du 7 juillet, un appel géant à la désobéissance, voire à l'insurrection, parce que c'est quand même le grand sport, ça, de la France insoumise. Est-ce que vous craignez cette situation ou pas ? Alors, en tout cas, il est clair que ces appels au désordre sont culturellement de gauche et ontologiquement de gauche. Systématiquement, il y a cette menace qui pèse à chaque élection, à chaque scrutin. On l'avait vu notamment, je me souviens très bien, lors du second tour, l'entre-deux tours en fait, de la présidentielle qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen en 2022. Je me souviens très bien de l'agitation qu'il y avait dans les facultés et tous les blocages qu'avait subi la Sorbonne et les saccages notamment. Donc si vous voulez, il y a systématiquement l'agitation du chiffon rouge, cette peur comme ça de voir l'extrême droite passer au pouvoir à gauche. Enfin, je le dis encore, ça fait encore partie une nouvelle fois du théâtre antifasciste. Et quoi qu'il arrive, que ce soit des centristes, des gens du centre droit ou des gens qui sont catégorisés à l'extrême droite aujourd'hui par le pouvoir, quoi qu'il arrive, cette menace pèse. Alors, évidemment, on a des gens qui étaient autrefois qu'on pouvait qualifier de respectables, qui se sont alliés avec toute la fange insoumise que certains qualifient ainsi. Et qui participeront peut-être, au lendemain des élections, à ces mobilisations, c'est vrai. Mais je veux revenir juste un instant sur ce que disait Sandrine Rousseau. Ça me semblait très intéressant, pardon. Oui, c'est vrai que je vous ai pas fait réagir. Elle disait que il n'y avait pas d'antisémitisme structurel à gauche. En tout cas, il existe un antisionisme structurel et structurant dans une partie de la gauche. Je rappelle que quand même, c'est Jean-Paul Sartre, dont beaucoup se réclament aujourd'hui, qui appelait à soutenir inconditionnellement la résistance palestinienne dans les années 70 et qui légitimait, notamment, je me souviens très bien l'avoir étudié pour le coup, j'étais pas né, les attentats de Munich et l'assassinat d'athlètes israéliens par Septembre Noir, d'ailleurs comme Edwy Plenel l'avait écrit à l'époque quand il était trotskiste. Donc, si vous voulez que cette gauche, pour revenir là-dessus, pour que cette gauche joue le petit jeu de la révolution et nous fasse les révolutionnaires au petit pied, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Mais je ne suis pas sûr que les Français soient tout à fait dupes et y participent en grand nombre. On n'est plus en 2002. De toute façon, on le saura bien vite. Grégoire de Fournas, il nous reste une minute. Je voulais vous faire réagir à ce qui s'est passé au sujet d'Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, haut fonctionnaire, qui a déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin: le Rassemblement national investit Grégoire de Fournas en Gironde alors qu'il a fait des cris de singe quand un député de couleur a pris la parole à l'Assemblée. Alors, on parlait de violence, on peut parler de diffamation maintenant, je crois. Oui, et puis le grand n'importe quoi de quelqu'un qui a quand même été ministre, mais sur mon dos tout est permis finalement, on peut raconter tout n'importe quoi. Je crois que M. Rousseau cherche surtout à faire excuser le reniement qui est le sien de passer du poste de directeur de cabinet de Mme Borne, qui a mis en place une réforme des retraites, à candidat de la NUPES. Je rappelle, juste pour l'histoire, que j'ai été sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale pour le tumulte de ses amis de la France insoumise. Voilà, donc que la vérité soit rétablie. Bon, écoutez, la vérité est rétablie. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. On aurait pu la prolonger indéfiniment, en fait, parce que là, on n'a pas traité la moitié des sujets qu'on pouvait évoquer. Merci Nicolas Boutin, je rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Merci Grégoire de Fournas, vous êtes député sortant et candidat à votre élection du Rassemblement national dans la 5e circonscription de la Gironde. Merci Julien Tellier, vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire, fondateur et président du cercle Jacques Bainville et de l'association des Amis Doudou, mais ça on en parlera à un autre moment. Comme vous voulez, Maud. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation.